Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va faire l'émission que je vous avais promis depuis un bon moment. On va parler investissement de la deuxième partie du cycle économique, donc toujours avec ici un gros bémol, validé de manière construite. Le fait qu'on considère bien qu'on a un point de marché, moyen terme, début d'un cycle économique, etc., etc. Donc toujours pour mon part, dans ce cas-là, parier sur le fait qu'il n'y aura pas de soucis systémiques sur la gestion de cette crise, pas entre guillemets de deuxième vague récessive absolument énorme qui arrive et qui écroule nos marchés, autrement dit donc confiance maintenue dans les banques centrales, injection monétaire pour compenser les manques de rentabilité sur certaines parties de l'économie. Ce qu'on va faire aujourd'hui donc c'est tout simplement vous montrer pourquoi j'ai pas l'impression qu'il faille s'euphoriser dans l'immédiat sur allez on achète vite les pullbacks de 10-15% sur certaines valeurs. Voilà, donc on va utiliser pour ça toujours le référentiel américain, mais bien comprendre encore une fois, peu importe où vous investissez, ce qui est important ici c'est la méthodologie que je vous transmets, pas la conclusion. Ok, donc moi en fait c'est le moyen que j'utilise que vous devez récupérer plus que la conclusion. Ok. Maintenant, on essaie toujours, comme d'hab, non pas d'analyser ce qui s'est passé, mais d'essayer d'analyser dans un contexte réel pour qu'il y ait quand même, euh, dans l'idée de mouiller le maillot. Moi, j'aime pas trop juste parler d'un truc que je fais pas. Donc, on va le faire, et donc je vais vous expliquer comment je vais me positionner, en tout cas sur le potentiel pullback qu'on a, soit maintenant, soit qui viendra par la suite, mais dans tous les cas, il faut attendre. Hein, voilà. Donc, on va essayer de définir les conditions qui permettent d'obtenir une probabilité raisonnable de trouver ce timing intéressant. Ok, donc pour faire un petit résumé aussi de la première partie, donc bien comprendre que quand on a une crise, faire ce lien donc entre ce qu'on appelle une crise et des opportunités, c'est-à-dire qu'une crise crée généralement une crispation financière qui force plus ou moins volontairement certaines personnes à se diriger vers la porte de sortie, c'est-à-dire revendre certains de leurs actifs ou possessions mobilières, immobilières, à des prix défiant un peu toute concurrence, puisqu'à ce moment-là, parfois, les pressions externes sont plus fortes que la volonté de détenir telle ou telle chose, ou tout simplement, le sort s'acharne, vous avez besoin d'argent, et il faut vendre tout ce qui est considéré comme superflu. Évidemment, les produits d'investissement et produits financiers sont souvent dans cette classe-là. Hein. On va entre guillemets, est-ce que vous avez besoin de détenir des actions? Non, mais par contre, si vous avez besoin de bouffer, il vaudrait mieux les vendre. Voilà. Donc c'est plus de dire, quand on est dans un contexte de crise, on a des gens qui vont se séparer d'actifs financiers, d'autres gens qui ont de l'argent disponible et qui, eux, ont envie d'en acheter, donc qui eux verront ça comme une opportunité, là où d'autres malheureusement vont entre guillemets plutôt subir de plein fouet le schéma de la crise. Ok. Donc il s'agit bien de ça, de comprendre que le premier investissement se fait par une opportunité, et c'est pour ça qu'on parle souvent donc d'une crise plus ou moins requise pour entre guillemets profiter de ces stratégies-là. Ok. Ça, à mon avis, c'est le positionnement qui a été fait pendant le Covid. Mais encore une fois, ce positionnement-là, il a duré 2 jours. C'est-à-dire qu'il y avait 2 jours pendant lesquels il fallait acheter, chercher très rapidement les actions dans lesquelles, voilà. Donc j'ai essayé de faire en sorte de faire la première émission en temps et en heure, et ça n'a pas été si facile que ça. Aujourd'hui, alors qu'on se rapproche théoriquement de cette potentielle deuxième vague d'investissement, on va voir si elle est en train de se construire là, parce que les phases de baisse récentes vont nous pousser vers ces niveaux-là, ou est-ce que c'est encore un pseudo pullback bullshit auquel on a affaire, dans lequel on va se rediriger encore une fois vers de nouveaux records, et ce repli reviendra plus tard. Ok. Allez, on se dirige immédiatement vers les graphiques pour voir un petit peu tout ça. Donc, la partie graphique qu'on regarde ici n'est absolument pas notre partie habituelle, mais un indice sectoriel. C'est-à-dire la première chose qu'on va faire ici, c'est de regarder un premier zoom. Alors normalement, on est quand même supposé faire un premier jet sur l'analyse de l'indice référent. Donc ici, oula putain d'ailleurs, en plus il va falloir que je repasse tout le monde sur les... hop, alors attendez, hein, je remets tout le monde en mode, parce que ça fait un moment que j'ai pas utilisé ces templates. Hop, je remets juste tout le monde au goût du jour avec les dernières versions. Ok, donc on va quand même faire une petite analyse S&P 500 d'abord. Oh, je peux pas enlever les étiquettes là-haut là parce que j'aurais peut-être dû préparer ça. Bon, comme d'hab, hein, je prépare pas les émissions, je n'aime pas cette idée-là, donc je préfère dire une connerie ou un truc comme ça. Putain, où est-ce qu'on enlève ces trucs Oui, Bill Klein. Je sais qu'on peut... Bon, attendez, je vais mettre en pause 2 secondes.
Ok, donc on fait une analyse d'abord de l'indice le plus large spectre avant de rentrer dans les indices sectoriels. Donc on prend toujours comme d'hab le papa de la bourse, le S&P 500, et on regarde donc où on en est. Est-ce que réellement ici, vous pensez qu'on a fait un bottom suffisant pour considérer une fin de cycle, etc. Oui, je pense qu'on a des raisonnables raisons, enfin on a des raisons de penser que c'est possible. 35% de pullback, ça se voit sur les graphiques mensuels. Maintenant, moi là où ça me gêne encore un peu toujours, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire et que ce qu'on a fait avec le Covid n'est pas à un point bas, j'ai surtout l'impression que c'est une structure de temporisation extrêmement volatile. Autrement dit, moi, la question que je me pose, c'est tout simplement, est-ce que réellement ceci est un point bas ou est-ce que c'est une structure intermédiaire dans quelque chose d'encore plus gros. Donc ici, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va redézoomer un coup de plus, on va se mettre en mensuel, et je vais essayer de sortir de là, je vais mettre SPX pour avoir plus d'historique, voilà. Et effectivement, j'ai bien l'impression que ce à quoi on vient d'assister ici, c'est un pullback au sein d'un cycle majeur, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'après les phases de consolidation qu'on a connues depuis la bulle des 2000, etc., j'ai l'impression qu'on est en phase de construire encore quelque chose de plus gros pour la suite, en termes de hausse de valorisation. Hein. Encore une fois, ici, si vous mettez ça en valeur logarithmique, vous vous rendez compte que, alors chose à pas trop faire, hein, mais voilà, vous vous rendez compte que la longueur du cycle, partie de 1970-75 jusqu'à 2000, donc un cycle de 25 ans, en soi, on viendrait de commencer le nôtre que depuis 2009 et il resterait encore facile 5-6 ans à venir avant de se taper une vraie grosse phase de conso et des problèmes. Autrement dit, on a vraiment quelque chose qui pourrait être similaire à 1987. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je trouve ça assez intéressant. La différence, c'est que 1987, il n'y a pas eu réellement de récession économique à ce moment-là. Elle a duré très peu de temps. C'est surtout en fait une crise financière qui s'est produite avec ce choc extrêmement fort de surspéculation, ce vrai crack de marché en fait, dont la recovery a mis quand même plus de 2 ans. Et c'est-à-dire aujourd'hui, on a découvert une arme magique, hein, qui est donc celle qui permet de faire monter les prix de manière purement artificielle. Et on se dit, ok, malgré le choc financier qui a été dû au coronavirus, nous on va tout écarter et compagnie. Voilà. Donc déjà la première chose que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que en termes de cyclicité, nous ce qu'on recherche à faire aujourd'hui, c'est donc, on avait fait ça. Ça, c'est la première réaction positive, réamorçage du cycle. Nous, ce qu'on recherche, c'est ça. Donc, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Si vous pensez que ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est suffisamment mature pour jouer un achat, bah, je vous mets au défi de m'expliquer comment vous le voyez graphiquement en mensuel, parce que moi, je vois rien. Donc, j'ai l'impression que le minimum syndical à faire pour retrouver réellement des achats, c'est déjà de continuer à baisser le mois prochain. Il y a les élections américaines qui arrivent, peu importe, même si ça doit être une mèche basse, mais théoriquement ça doit se voir sur le graphique. Là on voit rien du tout, là en fait c'est pétard mouillé, c'est à la limite c'est vraiment le truc qui sert à rien et le mois prochain on va plus haut. Donc moi la question c'est est-ce que c'est le moment là d'investir? Mais non, mais clairement non. C'est soit on va plus bas et dans ce cas-là je serais à même de répondre éventuellement oui, soit tout simplement on continue dans cette espèce de connerie d'euphorie haussière et ça viendra plus tard. Mais la réponse est, est-ce qu'il faut investir maintenant? Clairement non. Le contexte que l'on recherche, c'est quelque chose qui se voit clairement en mensuel, une structure de remise en question de la phase de hausse. Remise en question partielle, puisqu'il s'agit bien ici de faire l'état des lieux, de qui a monté, etc. Et en fait, il faut bien comprendre qu'il s'agit de cycles. Un cycle, c'est une hausse et une baisse. D'accord? C'est une oscillation. La plupart des gens aujourd'hui se sont tellement fait bourrer le mou qu'ils imaginent que le marché n'est plus cyclique. Quand même, je les mets bien au défi de faire ça parce qu'un cycle, c'est vraiment partir d'une oscillation haussière, recroiser une médiane, faire une oscillation baissière et revenir au point de départ. Et derrière, entre guillemets, ce cycle derrière peut se matérialiser sous différentes formes. Vous pouvez avoir des cycles où on passe 90% du temps à la hausse, mais on doit rester un peu baissier. Ok, vous avez la même chose en réciproque. Bref, voilà, le cycle peut se structurer selon bien des façons. Mais par contre, il faut un passage en négatif. Et ça, mais il y a tellement de gens qui se sont fait lessiver les neurones à s'imaginer que l'argent gratuit peut tout acheter, etc. et qu'il y aura toujours plus de pognon. Et bon, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de se faire bullshit les neurones, quoi. Donc ça doit se voir au moins en mensuel ou au moins en hebdo. En hebdo, je vous mets au défi quand même de considérer ça comme un pullback. Hein. Donc c'est plus de dire si vraiment on doit avoir ici un point d'investissement, on en est encore loin. Hein. Voilà, pour moi c'est minimum, on revient ici. Et il faut que ça se voit sur les graphiques pour qu'on puisse dire ok, c'est le point d'entrée de notre deuxième phase d'achat avant donc une phase un peu molle et puis la reprise de la phase de croissance sur les prix. D'accord? Donc, de toute façon, on sait qu'on n'attend pas de croissance, et encore une fois, c'est
de toute façon très hypothétique étant donné la visibilité de merde qu'on a, mais bien on n'attend pas de croissance avant 2022. Donc théoriquement pour moi, les sommets qu'on a fait ici, et donc les breakouts haussiers, signes de reprise de tendance, pour moi ne se produiront pas avant 2022. Autrement dit, on a le temps, les cocos, mais alors beaucoup de temps. Et en plus, ça ne conditionne absolument rien. C'est-à-dire que là, on part vraiment sur le scénario le plus favorable. Autrement dit, il n'y a vraiment pas de souci épidermique sous-jacent à la structure et à la microstructure de l'économie et l'effet Covid. Encore une fois, on est en train de faire une expérience historique. Et les mecs nous disent qu'ils savent ce qui va se passer, mais c'est incroyable. Je pense qu'on est des premiers à ne pas savoir ce qui va se passer, et je pense que les signaux hebdomadaires qu'on a sont les bons, non pas ceux qui vont nous ramener plus haut, mais je pense clairement ceux qui vont nous ramener à une structure d'hésitation dont on devrait avoir des poursuites baissières, peut-être jusqu'à l'élection, et encore une fois, derrière, il y a plutôt intérêt qu'on trouve des signaux acheteurs. Mais moi, à mon sens, c'est pas du tout le moment de se mettre à l'achat. Il faut que ça se voit sur du mensuel. Donc, patience, d'accord? Ces petites consolidations qui durent 3 semaines et puis derrière, oh mon Dieu, on n'a plus fait de gains pendant 3 semaines, il faut exploser à la hausse. Il y a un moment où ça va pas marcher. Et c'est justement à ce moment-là que le signal sur les UT supérieures va être donné. Et c'est là où il faudra vous dire, ah putain, mais oui, c'est là la phase d'investissement. Et qu'est-ce qui va se passer dans la tête des gens à ce moment-là? L'inverse. Ils auront tellement été conditionnés à, oh putain, on n'a pas fait de gain pendant 3 semaines, ça va forcément bourrer à l'achat, qu'ils font quoi? Ils sont en train d'acheter les premiers supports ici. Ce que je veux, c'est que ces gens-là se fassent péter la gueule et qu'ils passent dans le sentiment opposé. C'est-à-dire, typiquement aussi, passer le Fear and Greed directement dans la zone inférieure à 50 et essayer d'aller même passer sous les 30. C'est à ce moment-là où on retrouvera une perception de peur qui en soi est totalement illégitime, puisque en soi, si on considère que le marché s'est repris, à quel moment on va vouloir investir quand des gens seront suffisamment cons pour avoir peur? Donc la question, c'est qu'est-ce qui va pouvoir déclencher ça? Le catalyseur, j'en sais rien, en soi, pour moi, c'est plutôt un prétexte, mais j'attends le moment où, en tout cas, des stratégies acheteuses vont se faire déchirer la gueule. C'est typiquement ça, pour moi, la philosophie de la deuxième vague. C'est vraiment de dire, l'euphorie de la première vague a du mal à s'estomper, il y a des gens qui pensent qu'il n'y aura pas le pullback, et encore une fois, ça peut se comprendre. Là, dans la bourse, il y a un schéma qui dit généralement ça sert à rien de baisser si on sait que c'est pour remonter. Et bien là, c'est typiquement un des cas de figure dans lequel ça ne marche absolument pas. Parce qu'encore une fois, ces deuxièmes vagues, elles doivent se voir sur les schémas long terme. Donc autrement dit, on ne peut pas éviter de baisser, sinon il n'y aura pas l'investissement qui permet de soutenir la croissance derrière. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez dans ces schémas-là. Ces cycles-là, on ne les supprime pas comme ça parce qu'on veut faire mumuse en intraday et parce qu'on veut market maker le marché. C'est pas du market making, nom de Dieu, c'est de l'investissement. Il faut bien comprendre qu'un investisseur, il va requérir des conditions particulières pour investir à moyen terme. Quand il s'agit de se positionner pour plusieurs années derrière, encore une fois, attendre quelques semaines, c'est vraiment le strict minimum. C'est une patience qui est en lien avec la durée de l'investissement. Donc, à mon sens, cet empressement à court terme de « Ah vite, il faut acheter tous les supports qui traînent parce que sinon on va tout rater », ça me semble encore une fois un choix très irrationnel, fait par des gens dont je pense que l'échec conditionnera probablement l'entrée à ce moment-là de ma deuxième phase de range. Ok, ensuite on revient donc deuxième partie, c'est-à-dire ça correspond un peu à ce qu'on avait dit la dernière fois. On attend un timing, une opportunité, des conditions globales dans le sentiment général de marché. Là, on regarde plutôt les indices large spectre, S&P 500, pour relater ce truc-là. Mais là où on va vouloir être un petit peu plus XLP, voilà, Consumer Staples. D'accord? Et on va regarder derrière les différents indices sectoriels. Parce que c'est là que se cache un petit peu le bousin. Donc le délire, c'est de dire, on va essayer, je pense on va se mettre en mensuel d'abord, d'essayer de regarder, de faire l'état des lieux des différents secteurs. Donc on voit que le secteur des matériaux, sur le cycle économique, ça n'a pas été l'euphorie de chez Euphorie, et par contre on voit que dernièrement, ça fait partie des secteurs qui poussent à mort dans les marchés, puisque là on fait partie de ces secteurs qui ont fait de nouveau plus haut. Le Consumer Staples, évidemment, ça marche très bien, mais le grand vainqueur de ce cycle économique et ce qu'on continue de repositionner, c'est la bulle technologique et les Consumer Staples, et on voit évidemment que la partie Healthcare ne montre absolument aucun signe de fatigue, mais on voit ce fameux pullback. Donc c'est là où il faut faire attention, c'est-à-dire que sur ces secteurs-là, si la bulle n'éclate pas, c'est-à-dire si tout simplement on reprend les mêmes pour continuer, hein, ce qu'on a plus ou moins vu en soi dans ces structures où on est donc dans la continuation des points bas de 2009, donc il y a encore des tendances à venir probablement je pense sur une 5 à 6 ans,
Est-ce que tout simplement ce pullback, c'est une opportunité de se repositionner sur les mêmes valeurs et on continue? Ce qui normalement n'est pas le cas, hein. La vague 4, théoriquement, ça sert à faire une rotation. Donc voilà, je pense qu'on restera quand même dans les dynamiques en place, c'est-à-dire des technos relativement chers par rapport au reste du marché, des consumer discretionary aussi, et des secteurs plus défensifs, moins recherchés. Mais là où il faut comprendre comment se construit une tendance sur le macro-cycle, c'est-à-dire là on parle du gros cycle de 20, 25, 30 ans, comme on a vu, celui qui a fait 1970-2000, on voit bien qu'en fait, dans la phase finale, c'est à ce moment-là où normalement se met en place une rotation vers des secteurs parfois plus défensifs, soit au contraire la partie complètement folle furieuse des secteurs offensifs. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que la partie folle furieuse des secteurs offensifs, je pense qu'on l'a déjà. Maintenant, encore une fois, on peut aller encore plus loin dans la bêtise. Donc la grande question, c'est est-ce que la bulle tech va pouvoir aller encore plus loin que ce qu'elle a fait ? Ce qui est une possibilité, ou est-ce que tout simplement c'est là où on va opérer la rotation, c'est-à-dire le rattrapage de tous les secteurs défensifs qui vont participer à la croissance finale. Autrement dit, qu'est-ce que c'est? La question que je me pose, c'est de savoir si mon SPX, d'accord, il est plutôt parti pour me faire un truc gros débilos en mode comme la fin des années 2000, c'est-à-dire je pars en C7 quéquette parabolique grâce à évidemment toujours les mêmes types de valeurs, et on se fait 5 années de pure folie techno et compagnie, je ne sais pas à combien de milliers de milliards on ira valoriser les grosses boîtes, mais on pourrait aller encore bien plus loin que ce qu'on a fait, puisque, encore une fois, c'est possible, tout est possible. Si vous vous dites, mais non, les techs, c'est n'importe quoi, ça pourra jamais aller plus loin, Phil, ah bah si, ça peut aller plus loin, il n'y a aucun problème. On n'est même pas encore rentré dans les rationalités en termes mensuels, hein. C'est-à-dire que là, en mensuel, le S&P 500, s'il veut faire le con, il a encore largement la place. Hein. Et pour preuve, on l'avait largement fait à l'époque également. Donc, attention à vous dire, c'est pas possible. C'est clairement possible que ça parte en couille. Par contre, j'ai pas l'impression que ça se fasse avec une politique démocrate. Voilà. Donc, moi, c'est plutôt de dire, dans ce cas-là, c'est plutôt ce qu'on appelle donc la structure d'essoufflement comme ça, où on est plutôt ici à plat et on fait une fin de cycle momole. Voilà. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, une fin de cycle momole, ça veut aussi dire, si vous n'arrivez pas à surperformer l'indice, vous n'allez pas faire beaucoup d'argent. D'accord? Ça, c'est la méthodologie Trump, c'est de dire on bourre le marché de liquidité, on crée des bulles horribles et compagnie, et derrière on se pètera 5 ans de violente récession, mais en plus de fois, cette fois on testera avec le crédit, hein, parce que là, l'économie n'était pas bourrée au crédit. Là, on est bourré de crédit, on ne sait pas du tout à quoi va ressembler la récession. Hein. Donc, enfin la récession, la macro-récession, celle qui nous arrive derrière dans les 10 prochaines années. Hein. Si vous pensez que le Covid c'était tout, non, le Covid c'est le pétard mouillé de la prochaine grosse merde qui nous attend. Et celle-là, elle va pas être jolie, hein, et elle va pas durer 2 mois, hein. Elle va durer 4 ans, hein, voilà. Donc, et ça va être douloureux parce que là, on va se prendre hausse ou explosion des taux de crédit. Enfin bref, la prochaine grosse récession, elle va pas être bandante. Et elle est inévitable. La question, c'est entre maintenant et 10 ans. Hein, voilà. Donc, et encore, on n'en sait rien. Donc bref, en gros, est-ce qu'on se prépare pour un cycle mou ou est-ce qu'on se prépare donc pour un cycle d'accélération parabolique des prises de risque? J'ai pas la réponse. Par contre, je pense clairement que la prochaine présidence va conditionner assez probablement l'un ou l'autre des scénarios. On a bien compris qu'il y en a un qui veut que la bourse monte et qui sera prêt à tout pour la faire monter, même à mentir délibérément, puisqu'il l'a fait à de nombreuses reprises et que ça n'a pas l'air de le gêner beaucoup. Donc, la grande question, c'est ça. Est-ce qu'on a eu un pullback opportunité de la décennie dans un univers Trump complètement idyllique pour la bourse, catastrophique pour l'économie réelle, mais idyllique pour la bourse, il n'y a aucun problème. On peut très bien avoir ce type de marché-là si on repart pour 4 ans de notre cher Orange. Mais voilà, le principe, c'est, moi je pense qu'on part plutôt sur du démocrate, c'est-à-dire au contraire de la croissance, mais beaucoup de dépenses budgétaires et derrière, à partir de là, des relances sur des secteurs plutôt défensifs, plutôt là justement essayer de viser de la utilities et des trucs comme ça. Ou dans ce cas-là, ici, on a un type de cycle économique totalement différent. Ok ? Donc normalement, ça se passe comme ça. Quand on est au début d'un cycle, on doit définir la probabilité d'avoir un cycle ou l'autre. Donc vous commencez tout de suite à comprendre qu'il y a un problème ici. Le problème, c'est quoi? C'est que la politique qui va être mise en place dans les 4 prochaines années risque d'être un facteur prédominant du type de cycle auquel on va avoir affaire. Donc là, soit vous connaissez le prochain président, soit malheureusement, je pense que vous êtes obligé d'attendre et de donc gérer le risque et la probabilité que vous ayez tort. Parce qu'on a tous, je pense, un favori dans notre tête. Moi, je ne le cache pas, je pense clairement que Biden va gagner. C'est ce que les statistiques semblent suggérer pour l'instant. Mais je ne suis absolument pas sûr de ça. Donc, pour l'instant, moi, le positionnement que j'ai fait dans mon
préachat de cycle, c'est fait en fonction. C'est-à-dire que j'ai acheté certes quelques valeurs qui je pense peuvent être porteuses de croissance, mais j'en ai acheté beaucoup moins. On va dire sur 10 actions que j'ai acheté 2 valeurs de croissance pour 8 valeurs défensives. Enfin, je dirais plutôt 3 pour 7. D'accord? Donc, parmi les valeurs offensives, Tesla, Virgin Galactic, j'ai acheté aussi 2-3 trucs un peu offensifs en Europe, mais voilà, globalement, moi j'ai quand même un portefeuille qui est plus défensif. Alors, j'ai remis l'isogène pour la partie un peu croissance, mais bon voilà, je suis moins sûr de ce truc-là à terme. Mais voilà, plus défensif pour ma part sur la partie portefeuille. En tout cas, j'ai essayé d'équilibrer par rapport à ma perception et la probabilité des différents risques que j'ai perçus. Donc, soit j'ai pas été assez offensif, c'est Trump qui est réélu, je vais devoir donc me servir de ce deuxième point d'entrée pour réajuster l'orientation du portefeuille. C'est-à-dire que si je vois qu'on part clairement sur une sucette parabolico-haussière, je vais devoir prendre un pullback. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que même dans ce cas de figure, il y aura un pullback. Ça va se voir en mensuel. Voilà. Donc on peut peut-être avoir, putain, Trump est élu, encore une petite euphorie quelques mois, mais c'est pas grave. J'attendrai de toute façon qu'il y ait un repli significatif pour rentrer. Encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Si on se positionne sur un horizon 4-5 ans, putain, il n'y a pas besoin de courir après les prix dans l'immédiat. Ok, de se dire, si j'achète pas maintenant, je vais pas être dedans et compagnie. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Enfin, je veux dire, il y a plein de capacités de gagner de l'argent dans les marchés. Il n'y a pas que le suivi de tendance. Autrement dit, si vous avez raté une tendance qu'elle est très mature, c'est pas le moment d'essayer de jouer dedans. Sa probabilité de poursuite, elle est toujours là. C'est pas parce qu'une tendance est mature qu'elle va s'arrêter. Mais en soi, rentrer dans une tendance mature, ça, c'est pas de la gestion du risque, c'est même tout le contraire. C'est du pari, c'est de dire ça va continuer. Bon, bah si ça continue, tant mieux, si ça continue pas, bah tant pis, vous avez acheté à des prix complètement cons. En tout cas, voilà, moi c'est un peu la politique que j'ai actuellement. Je pense pas que les gens qui achètent aujourd'hui feront des pertes astronomiques. Par contre, je pense que la structure de marché aujourd'hui peut tout à fait créer des choses épidermiques. Maintenant, les gens qui ont acheté avec un levier modéré des gestions du risque, etc., je pense qu'il n'y a aucun problème. Par contre, à mon avis, il faut attendre de savoir qui sera le prochain président pour réellement orienter la prise de risque dans un sens ou dans l'autre. Très clairement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que, à ce moment-là, tout simplement, soit on va favoriser la pondération de valeurs beaucoup plus défensives, c'est-à-dire on va effectivement, je pense, miser un peu sur du consumer staples, mais pas non plus un truc de ouf, d'accord? Mais effectivement, baser cette croissance sur la reprise des matériaux, éventuellement la reprise du secteur financier, pourquoi pas, des utilities en secteur un peu plus défensif. Voilà, moi c'est ça que je mets en place pour, je pense, une politique plus démocrate, c'est-à-dire une politique de relance économique moins basée sur le marché et la prise de risque, version Trump, et le levier, il faut bien comprendre que Trump, la sortie qu'il utilise pour la crise, c'est le levier, autrement dit, c'est prendre beaucoup de risques en espérant que ça va bien se passer. Mais encore une fois, ça aura des conséquences si ça se passe mal. C'est-à-dire que, pour moi, une politique Trump pendant 4 ans, le crack qui va suivre sera un truc de malade, mais vraiment de malade. Parce qu'on sera allé tellement loin que ce sera faire comme dans les années 2000, mais avec un niveau d'endettement jamais vu dans toute l'histoire des marchés. Voilà. Donc à ce moment-là, on sera dans un premier historique de on ne sait pas ce que ça va donner quand on se pètera une hausse de taux historique, enfin une remontée des taux historiques, tout simplement plus personne qui veut prêter. Vous allez comprendre, une crise de crédit au bout d'un moment quand elle explose, il n'y a plus personne qui veut prêter de l'argent. Les États insolvables, et voilà. Donc je ne sais pas à quoi elle ressemblera cette crise, mais ce sera probablement pas génial. Donc je souhaite encore une fois pas que ce soit Monsieur Trump, mais ça c'est mon avis perso. Donc le principe étant, à ce stade-là, sur quoi on se positionne? Est-ce qu'on reprend les mêmes et on pousse? Dans ce cas-là, on pousse du consumer discretionary, on achète de la tech, on achète toutes ces valeurs complètement surachetées, puisque si ça, c'est pas assez comme mouvement de hausse, on va aller beaucoup plus loin, encore une fois. Au-delà des excès et des bulles, n'a de limite que la bêtise humaine. Autrement dit, c'est pas parce que les techs sont déjà paraboliques qu'elles peuvent pas finir à 300 ou 400 en seulement quelques années. Tout est effet d'échelle. Si vous prenez vos techs ici et que vous vous dites « Waouh, mais non, mais c'est ouf, on a largement dépassé les niveaux de 2000, etc. » Oui, attendez, il y a aussi l'inflation. C'est-à-dire que 20 ans d'inflation à 2%, ça fait quand même 20% de hausse sur les prix. Bon, là, on a fait x2. Donc, bon, voilà. C'est quand même, toute proportion gardée, évidemment bien pire qu'avant. On a aussi augmenté le GDP entre-temps. Donc, en soi, là, aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation légèrement supérieurs à 2000.
corrigé à l'inflation et à la croissance. Donc en soi, aujourd'hui, oui, on est plus cher déjà que 2000. Mais est-ce que ça nous arrête? Ça n'a jamais été conditionné. C'est pas parce qu'on est allé encore plus loin déjà que dans les années 2000 qu'on peut pas faire plus. Les années 2000 ont battu tous les records qui existaient précédemment. Donc en soi, on s'en bat les couilles. Les records n'existent que pour être battus dans la bourse. Donc oui, on est plus cher que 2000. Oui, on est allé plus loin, mais aujourd'hui, on a un endettement et un niveau de crédit qui est incroyable également. Donc, autrement dit, on a une capacité de financement qui est bien plus grande que dans les années 2000. Donc, si on prend le verre à moitié plein, théoriquement, on peut aller bien plus loin que ce qu'on connaît actuellement. Avec des effets de levier de crédit évidemment très dangereux, aux conséquences très opaques, mais on peut le faire. Donc, attention à ne pas penser qu'on ne peut pas aller plus loin. Voilà. On peut, par contre, je pense que c'est dangereux. Moi, je miserais plus à dire, ok, on a une croissance très molle et on n'est même pas sûr qu'elle va repartir sous 3 à 4 ans, et ça me paraît plus réaliste de miser sur 3-4 ans pour le retour sur les niveaux de croissance, enfin sur les niveaux de GDP pré-crise. Donc, moi, je dirais plutôt 4-5 ans, et on va probablement chercher à avoir le côté positif, c'est-à-dire essayer de faire des nouveaux records sur les actions. J'ai pas l'impression qu'on se dirige vers un truc fulgurant. Donc moi, je mise plutôt sur le rounding top. Vous voyez, c'est le truc vraiment pas bandant, hein, de dire on a eu un pullback, mais cette reprise en V dopée par la croissance, etc., fait qu'à bout d'un moment, je pense que les opérateurs ne trouveront plus d'opportunités d'investissement, tout simplement. On aura beau favoriser le crédit, bah, tout simplement, les investisseurs ne veulent plus parce qu'ils ne trouvent pas de relais de croissance. Et pour l'instant, ça semble être le positionnement de Warren Buffett, par exemple, qui se positionne surtout, alors il a toujours gardé des valeurs de croissance, hein, loin de là, il a toujours une participation énorme chez Apple, etc. Mais bien comprendre que ces positionnements récents sont plutôt sur des secteurs défensifs, donc des arbitrages pour essayer de trouver de la croissance sur des secteurs plutôt sous-pondérés actuellement. Et ça, c'est effectivement, si on part plutôt sur ce scénario-là, le scénario des rounding top, comme je vous l'ai dit, on maintient la courbe, et on essaie de tenir le plus longtemps en asymptote jusqu'à ce qu'on s'en sépare suffisamment. Et là, derrière, évidemment, arrive la crise par manque de liquidité. Je pense que la crise qui surviendrait dans 4-5 ans dans ce contexte-là serait évidemment beaucoup moins grave que la crise version haussière. Autrement dit, il y aurait quand même une chute très brutale de prix, très épidermique, un type Covid, mais en encore plus violent. Mais par contre, le problème, c'est qu'on pourra se remettre de ce genre de truc sans trop de problèmes derrière. Alors que la version Trump parabolico-débile, je pense que derrière, les marchés n'y survivront pas. Enfin, en tout cas, je pense que la structure globale du marché changera. Pour quelque chose d'autre, je ne sais pas quoi, mais c'est mon sentiment personnel. Si on cherche les limites d'un système, c'est que le système va changer derrière. Hein, voilà. Donc, je préfère qu'on ne cherche pas trop ses limites. Maintenant, j'ai aussi conscience du fait que, historiquement parlant, ça s'est quand même produit pas mal de fois, la recherche de limites d'un système. Voilà. Donc, à ce stade-là, si je résume l'essentiel de tout ce que vous devez retenir, on va se retrouver en conclusion. Donc sur un positionnement deuxième cycle, il y a deux cas de figure. Celui où vous avez fait le positionnement sur le premier cycle, celui où vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez pas fait, le problème c'est qu'il va falloir donc rentrer de but en blanc, c'est-à-dire absolument avec aucun gain. Donc malheureusement ici, il va falloir être très rationnel sur l'orientation du portefeuille. Comme on ne sait pas exactement ce qui va se passer et que vous n'avez pas de gain à réinvestir, vous allez donc faire une première entrée, mais vous n'avez absolument aucune garantie qu'on soit bien sur une deuxième vague d'investissement. Autrement dit, si ça se trouve, on a simplement fait un rebond technique et on va s'écrouler derrière et vous allez acheter le début d'une crise profonde et majeure. Donc la règle ici est très claire, si vous achetez là dans les prochains mois les pullbacks, donc rappelez-vous, il faut que ça se voit en mensuel, etc. La question que vous devez vous poser, vous, c'est quelle est la portion du capital que je vais allouer dans cette condition-là. À mon sens, le plus logique ici, c'est de ne surtout pas s'investir au-delà de 50%. Garder 50% de cash pour réinvestir après validation des plans. C'est-à-dire que si effectivement on a un effet de pullback, de repli qui conditionne la deuxième entrée dans un cycle économique, qui doit se voir en mensuel, et que ça repart bien derrière vers les sommets historiques, vous pourrez vous remettre en selle avec ces 50% au niveau du sommet historique. À ce stade-là, on aura une élection américaine déjà faite, donc on pourra orienter les secteurs d'investissement à privilégier en fonction des réactions de prix. Attention, ce n'est pas uniquement conditionné à la présidence, hein. C'est plus de dire la présidence, c'est ce qui me semble être le biais le plus impactant pour le choix, mais c'est pas pour autant que le choix va se faire sur la présidence. Il faut bien que vous compreniez ça. Ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que les prix réagissent? Est-ce que je vois des positionnements sur des secteurs défensifs qui deviennent porteurs de cette croissance au-dessus du sommet historique, ou au contraire, est-ce qu'on relance les mêmes Gugus, Bulltech, etc.
Donc c'est pas simplement de dire Trump va faire exploser la bulle encore plus loin, ou alors, si ça se trouve, on aura l'inverse. Les démocrates vont catalyser une énorme bulle techno. Enfin bon, ça me paraît assez peu logique, mais tout est possible. Voilà. Donc attention, encore une fois, à ces effets de corrélation très incertains, à ne pas faire donc de fausses conclusions, fausses A égale B, donc, et B égale C, donc A égale C. Dans les marchés, ça marche un peu moins bien, ce genre de truc. Surtout quand ici, ces approximations sont fausses à la base. Donc on fait attention à ça, mais c'est important donc que vous pondériez votre portefeuille selon votre choix. Faites un choix, vous aurez tort, vous aurez raison, mais encore une fois, n'y engagez pas tout le capital. 50%, et plus de dire, les 50% qui restent, ils sont là pour deux choses. La première, si jamais vous vous êtes planté et que vous achetez le début d'une crise, au bout d'un moment, il va falloir accepter d'avoir perdu la moitié, probablement, enfin souvent au moins un gros tiers du capital qui a été investi. C'est-à-dire que si vous n'avez mis que la moitié de votre capital, un tiers en soi, ça va vous faire mal, vous aurez vraiment fait un mauvais choix, mais il vous restera plein de pognon pour acheter après la crise beaucoup plus bas. Ok, autrement dit, si le Covid, c'était vraiment que le tir de semence avant la merde qui arrive derrière, bah vous aurez encore du blé pour acheter la merde. Autrement dit, si le Covid, c'était pas l'opportunité du début de cycle, bah, vous aurez du blé pour acheter le prochain. Voilà. Et ça reste très important et c'est l'erreur que beaucoup de gens peuvent commettre ou se disent ok putain j'ai raté le point bas du Covid, allez je vais t'y foutre un pognon de dingue et en plus je vais utiliser de l'effet de levier. Mais c'est la connerie à pas faire. Si tu te plantes, t'as plus de blé derrière. Terminé, game over. On recommencera plus tard. Alors que la stratégie, je mets que la moitié et une fois que ça a réagi de façon positive, là j'ai de l'argent disponible pour m'orienter vers les secteurs qui semblent porter la nouvelle croissance au retour au sommet. Ok, c'est comme ça qu'il faut réagir, c'est la bonne réaction. Deuxième cas de figure, si vous avez déjà investi dans la partie basse. Là, il y a une gestion supplémentaire à faire, c'est-à-dire regarder par rapport à la réaction des différentes actions que vous avez prises. Moi, j'ai fait des TP quasiment partout, il n'y en a qu'une sur laquelle ça passe pas, c'est General Electric. Et celle-là, malheureusement, je pense que je vais devoir éventuellement considérer de m'en séparer. C'est son secteur aviation qui l'a complètement plombé. C'est un mauvais choix, bah, tout simplement, voilà, hein, sur une quinzaine ou une vingtaine d'actions que j'ai achetées, celle-là c'est la mauvaise, voilà, c'est miser sur le mauvais cheval. Ça arrive, donc au bout d'un moment, je vais encaisser ma perte et puis c'est tout. Tous les autres, ça s'est très bien passé. De certaines qui ont juste fait 30 à 40% par rapport au bottom, à certaines qui ont fait x10 version Tesla. Donc, et Tesla c'est pire que x10, hein, voilà, donc c'est... ah non, c'est pas x10, pardon, j'ai acheté à 360... Et je crois qu'on est monté à 2000, je sais plus combien avant le split là. Enfin bon voilà, des trucs complètement fou furieux. Pour un premier cycle, hein, faire déjà x 7, 8, c'est hors norme, mais complètement hors norme. Mais bon bref, il y a une première à tout et ces trucs-là. Donc bien comprendre ces machins-là, il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché, donc il va falloir réagir et réfléchir au positionnement secondaire. Est-ce qui je renforce, qui je maintiens et qui je sous-performe ou sous-pondère ou carrément retire du portefeuille. Donc General Electric, comme ça reste une utilities, je pense que je vais simplement la sous-pondérer, c'est-à-dire revendre au moins la moitié de l'investissement initial avec des pertes. Clair. Tesla pour l'instant c'est couvert jusqu'à nouvel ordre pour ma part parce que ça manque de visibilité, ça a fait les gains, ça a fait des gains complètement hors normes pour une première réaction. Donc tant que j'ai pas de visibilité sur cette valeur, tant que j'ai pas des ranges ou un repart dans la bulle, je couvre. Voilà, je couvre et j'ai même une exposition nette vendeuse à l'heure actuelle. J'attends donc d'avoir des informations et j'essaie de faire des petits gains sur les excès qui ont pu être commis, mais sans prendre trop de risques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Virgin Galactic, pour moi la réponse est plutôt positive. J'ai déjà commencé le second round d'investissement, le premier renfort ayant été fait de mémoire vers les 18, mais très, très gentiment, et ma prochaine zone se situe entre 12 et 14, où évidemment sur signal, j'ai gardé beaucoup de cash sur cette zone-là pour renforcer. Je vais probablement au moins doubler la position initiale, c'est-à-dire que comme elle a fait x2, celle-là, que j'ai récupéré des gros gains, pour l'instant j'ai réinvesti une partie des gains, et je vais réinvestir une autre partie des gains plus un renfort sur la zone 12-14. D'autres valeurs plus défensives, type RWE en Allemagne et des trucs comme ça, je pense que je vais les renforcer. Même chose par rapport aux gains qui ont été pris. C'est-à-dire moi pour l'instant, ce que je vais faire, et donc si vous comprenez, si vous n'avez pas fait le premier cycle d'investissement, il faut rentrer tout blanc, quoi. Donc mettez que la moitié du capital au maximum. Si vous avez déjà investi, normalement si vous avez bien fait votre boulot, vous avez beaucoup de gains. Surtout là, vu la réaction de ouf qu'on a eue sur les marchés. Donc il me semble que ce qui est intéressant de faire sur cette deuxième vague, c'est de réinvestir les gains passés avec un petit bonus. Moi, c'est de dire, je me suis clairement sous-investi par rapport à la réaction du marché épidermique sur cette réaction en V-bottom que je n'imaginais absolument pas. Donc moi, à ce stade-là, c'est vraiment, je me suis investi à la base qu'à hauteur de 30%, j'ai sorti plus de la moitié. J'ai aujourd'hui moins de 15% de capital investi dans le marché, ça fait énormément de cash. Donc là, moi, je pense que je vais me réinvestir à hauteur de 50, c'est-à-dire remettre
les 30, tous les gains qui avaient été mis, donc avec les bonus qui ont été mis en place, et investir 50% du capital. Ok? La différence, c'est que moi j'ai déjà des achats et que la moitié de l'investissement qui est en cours, il va être fait par des gains. C'est-à-dire que ce que je vais réinvestir, c'est massivement, enfin c'est une partie majeure de gains. Autrement dit, si vraiment on devait être dans ce scénario donc d'invalidation où je me trompe et on va faire la très grosse crise très violente, en fait il fallait se barrer des actions au lieu d'essayer d'acheter un renfort, bah, clairement moi ça va pas me coûter grand-chose. Ça va me coûter probablement 15% du capital initial. Et évidemment, il m'en restera 95%, enfin 85% pour racheter la prochaine crise, donc plus violente que celle qu'on a eue sur le Covid. Et donc là, des niveaux de prix beaucoup plus baissiers, etc. On reparlera de ça si c'est vraiment ce cas de figure-là qui se présente. Si on est bien dans le cas de figure d'un pullback suivi d'un cycle économique, la prochaine information qui m'intéresse derrière, c'est la nature probable de ce cycle par rapport aux premières réactions qu'on aura. Donc on refera une émission évidemment là-dessus, puisque donc en gros, ça se situe en 5 cycles, un cycle économique. Le premier, c'est l'achat de la crise. Comme je vous l'ai dit, on définit quelle valeur on a envie de se positionner. C'est vraiment un choix très personnel. C'est des idées et on attend derrière plusieurs mois, plusieurs trimestres de voir comment ça réagit. Ça, c'est ce qu'on a vu là il y a quelques mois et semaines pour moi, qui revenait à dire, ok, tel actif a carrément surréagi, je prends quand même des profits, etc. etc. Okay, ça, c'est un peu, on va dire, la deuxième phase, récupération des profits de la phase de prise de risque de l'investissement initial, achat de la crise, quoi. Vient potentiellement à venir le troisième cycle, c'est-à-dire faire l'état des lieux de la hausse et de la baisse. C'est-à-dire là, dans la phase de baisse actuelle, si elle se poursuit, ce qui va m'intéresser, c'est de voir qui baisse. Si les technos se font déchirer la gueule, que c'est un crack qui déclenche la phase de baisse, je sais que les probabilités derrière de voir les technos refaire les gugus x50 derrière, relativement peu probable. En tout cas, ça va baisser dans ce cas-là. J'essaierai de renforcer au sein du cycle économique les expositions plutôt financials, utilities, tous les secteurs défensifs, les valeurs indus, bref, tous les trucs qui ont un potentiel de croissance pour tirer les indices large spectre, le S&P 500, sur des nouveaux sommets historiques. Mais en même temps, notre Nasdaq qui va végéter pendant plusieurs années parce qu'il sera entre des cracks et des valeurs plus novatrices porteuses de croissance. Il y aura toujours de la tech dans la croissance. Mais de la dire, c'est les mêmes gugus qui vont refaire le même truc dans des valeurs complètement stratosphériques. Moi, encore une fois, je ne fais pas ce pari. Mais après, c'est peut-être moi qui ai tort. Donc, je réajusterai dans les prochains mois si nécessaire. Il faut bien que vous compreniez qu'on ne fait jamais de pari sur l'avenir. On a une idée, on cherche un point d'entrée optimal et on ajuste en cours de route. Voilà comment ça fonctionne l'investissement. Ok? Donc voilà pour la période. Attendez que ça se voit en mensuel, c'est vraiment l'élément clé. La précipitation dans ces schémas-là, c'est souvent le meilleur moyen de faire une connerie. Et derrière, le second choix que vous avez à faire, c'est une orientation du portefeuille vers un scénario ou l'autre. C'est une croyance personnelle que vous aurez. Encore une fois, c'est un choix à faire. Il y aura un bon choix, un mauvais choix. Mais normalement, si vous l'avez fait de manière rationnelle, les deux procurent des gains. C'est juste qu'il y en a un qui procurera beaucoup plus de gains et un autre qui en procurera moins. Et normalement, vous n'aurez aucun problème à vous réajuster en cours de route pour aller vers celui qui aura été le bon. Ok, autrement dit, on fait un pari, on optimise sa gestion du risque, on attend la réponse. Si on a raison, c'est génial. Si on n'a pas raison, on réajuste. Très simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et puis on se retrouve plus tard pour d'autres émissions. Bye bye.